Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour cette émission donc consacrée à la question suivante. La Covid va-t-elle booster les mutations agricoles? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Raffray. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, La pandémie et l'agriculture, un virus accélérateur de mutation, paru aux éditions France Agricole. À ma droite, Anne Sander, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne et j'ai le plaisir de vous accueillir. Merci. Et à vos côtés, donc Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste et président de la section économie de l'Académie d'agriculture. J'ai rien oublié, parce que c'est important. Et Paul Bérard, coprésident de la Drôme provençale. Bonjour. Alors, Marine, déjà, il faut que vous posiez un peu l'essentiel du débat. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu mesurer comme accélération de mutation suite à la Covid? Et on parlera aussi de la crise ukrainienne après. Alors, déjà, redire que dans cette crise, on a vu une résistance assez exceptionnelle, et si on compare aux autres secteurs de l'économie, du secteur agricole et des productions agricoles en France. L'économie française a été certes congelée par cette crise sanitaire. On veut pour preuve le dévissage du PIB, de la croissance du PIB en 2020, qui a connu un creux de près de moins 8%. Mais là-dedans, on a un îlot relativement préservé, malgré quelques difficultés pour certaines filières, on pourra y revenir, et c'est l'agriculture. Alors, ceci étant posé, cette crise sanitaire, elle a vu des changements s'accélérer qui étaient déjà à l'œuvre pré-pandémie en matière, tout d'abord, alors je vais prendre la question dans l'autre sens, à l'autre bout de la chaîne, en matière de consommation et de tendance alimentaire chez les Français. On peut aussi relever qu'on a vu une accélération de la transition de l'Union européenne et des politiques de l'Union européenne vers de l'environnement, transition des systèmes de production agricole vers cette transition environnementale. Et là, c'est les stratégies Farm to Fork et biodiversité sur lesquelles on va revenir dans nos échanges. Et également, je terminerai par la remise sur le devant de la scène du thème de la souveraineté alimentaire qui, au milieu de tous les débats sur les liens très forts qui ont pu être créés, les dépendances fortes qui ont pu être créées par la mondialisation au cours des dernières décennies entre les économies du monde, eh bien, cette crise sanitaire a remis à l'échiquier politique le fait qu'il fallait aussi se prémunir des crises, et la souveraineté alimentaire est donc revenue à grand galop. Alors, voilà. On ne parle pas encore de la crise ukrainienne, mais déjà, est-ce que parmi tous ces facteurs, il y en a qui sont retombés? On a souvent dit que les circuits courts, par exemple, c'était un peu un soufflé, c'était retombé dès que l'économie est repartie. Alors il y a deux choses. Dans la recherche de proximité et de lien avec les agriculteurs, avec les produits agricoles, les Français, il est vrai, ont pu se rapprocher des circuits courts, et on a vu une hausse d'environ plus 15% de ces circuits courts au cours des confinements. Malgré tout, le poids des circuits courts dans les différents circuits de distribution alimentaire, ça reste autour de 1,5%. Donc sur la consommation alimentaire, ça pèse Tout peu. le monde va au supermarché. Voilà, on a les supermarchés, on a aussi les marchés alimentaires. Ce qui n'empêche que on voit les Français à la recherche de produits locaux, y compris dans les circuits traditionnels que sont donc les grandes surfaces et les marchés. Des produits locaux qu'on voit fleurir dans les rayonnages et qui viennent concurrencer d'autres initiatives telles que le bio. Alors les deux peuvent être concomitants, bien sûr, mais on a pu voir après les confinements et après un boom du bio pendant la crise sanitaire d'environ plus 10%, un recul de la vente des produits bio en supermarché au profit plutôt des produits dits locaux. Anne Sander, vous portez le même constat, la même vision sur ces évolutions?
Oui, on voit bien aujourd'hui que le mode de consommation a changé après la crise, sans doute aussi certains modes de distribution. On voit que le discours politique a évolué en disant il faut plus de souveraineté alimentaire, il faut replacer l'alimentation au centre de nos politiques. Et je pense que la crise ukrainienne va être un accélérateur. Par contre, là où moi je ne m'y retrouve pas, c'est quand je vois au niveau européen eh bien, que les politiques publiques, elles, n'ont pas évolué ou alors ont évolué dans un sens totalement opposé. Je vous rappelle quand même qu'en pleine crise du Covid, en mai 2020, eh bien, la Commission européenne, avec le commissaire Timmermans, a annoncé la stratégie de la ferme à la fourchette, une stratégie qui est le volet alimentaire, agricole du Green Deal et qui a pour vocation de réduire la production agricole. Alors on peut dire qu'il y a beaucoup de changements, mais les Européens, les Français, ne mangeront pas moins. Ils mangeront peut-être différemment. Donc en même temps, qui vise à réduire la production, là je me dis finalement au niveau des actes politiques, on n'a pas su s'adapter. Alors j'espère que cette crise terrible que nous vivons aujourd'hui en Ukraine, eh bien, sera un accélérateur. Alors, deux questions à vous poser, pardon. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Farm to Fork est morte, globalement, cette stratégie? Est-ce que le monde agricole, ici, on l'entend dans les allées, on oppose l'environnement et la souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est justifié ou pas? Et puis, alors déjà ce premier point, je vous laisse répondre. Alors d'abord sur l'environnement et sur l'économie. Moi, j'ai fait partie de l'équipe de négociation de la PAC. Mon combat, ça a toujours été d'allier les deux. Évidemment, les agriculteurs doivent partager et faire des efforts pour l'ambition environnementale que nous portons. Ils ont montré qu'ils ont déjà beaucoup fait évoluer leurs pratiques. Il faut aller plus loin, il faut les accompagner. C'était tous les travaux que nous avons conduits dans la PAC. Farm to Fork, c'est franchir un cap supplémentaire. Et dans Farm to Fork, telle que la politique est conduite aujourd'hui, justement, il n'y a pas cette double approche. Il y a uniquement l'approche environnementale, sans s'occuper de l'économique, sans qu'il y ait une approche globale. Et c'est là où c'est problématique. Vous me posiez la question, est-ce que Farm to Fork va aller au bout ? Moi, quand je discute aujourd'hui avec un certain nombre de collègues députés européens, y compris d'ailleurs de la majorité présidentielle française, je suis plutôt inquiète parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de fuite en avant pour produire moins et sans avoir cette vision globale. Alors moi, je peux vous assurer que je poursuivrai mon engagement pour qu'on soit plus responsable et qu'on allie le discours politique sur la souveraineté alimentaire avec des actes, tout en gardant cette ambition environnementale que nous devons avoir, c'est notre responsabilité, mais en étant beaucoup plus pragmatique. Jean-Marie Serroni, votre avis ? Alors, sur la question qu'évoquait Martine, moi je partage ce qu'elle vient de dire, à mon avis, on n'est pas sur une rupture, on est sur une accélération de tendance. Que le problème de l'agriculture et de la chaîne alimentaire a bien résisté et que le problème auquel a été confrontée l'agriculture n'était pas un problème de nourrir, était un problème de déboucher, notamment pendant le premier confinement, puisque tout ce qui était vente directe était arrêté, et donc un certain nombre de productions avaient un problème de déboucher et pas un problème de satisfaction de la demande, hormis au tout début, quand il y a eu un petit peu d'excitation les premiers jours. Après, sur la question de la sécurité, la question des circuits courts, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez au début, mais à la fin, je me suis retrouvé. La question, c'est plus le local que les circuits courts. La demande du consommateur, elle est du local. Et ça, c'est quand même quelque chose qui ressort plus fort qu'on ne l'attendait après le confinement. Oui. C'est quelque chose qui a une traîne plus longue que ce que l'on pensait. Et le fait supplanter la bio, d'ailleurs. Le local supplante la bio. Alors, le problème de la bio, c'est que globalement, effectivement, le local supplante et la différenciation apportée par la bio est moins évidente aujourd'hui pour le consommateur, à un moment où le prix va peut-être se rapporter. Par contre, sur la question de la souveraineté alimentaire,
vous allez peut-être me contredire, je ne sais pas, mais autant la sécurité alimentaire, qui est différente de la souveraineté, la sécurité alimentaire est quelque chose qui parle à l'ensemble des Européens. La souveraineté, par exemple, un Néerlandais, ça ne lui parle pas beaucoup, qui est un commerçant, enfin, qui est une culture de commerçant, ou les Allemands, moi je me souviens des discussions, ils nous disent quand est-ce que vous allez, les Français, arrêter de nous parler de la souveraineté. C'est une notion qui parle beaucoup aux pays du Sud, plus qu'aux pays du Nord, hein, là-dessus. Mais la sécurité est une notion importante. Après, sur l'alimentation, après on va parler de l'Ukraine, mais sur l'alimentation en France, le problème de sécurité que l'on a, à mon avis, il n'est pas sur la production agricole. Nous sommes exportateurs, alors même si au sein de l'Union européenne on ne l'est plus, exportateur net, et qu'on est très importateur de fruits et légumes. Mais ce n'est pas une question de souveraineté, c'est plein d'autres éléments. Mais globalement, on est largement exportateur. Par contre, là où on a une énorme fragilité, c'est en amont de l'agriculture. On importe la grosse majorité de nos engrais. Les produits phyto sont faits en Inde. Les produits phyto, ils sont assemblés en France, mais le machiniste, alors les tracteurs sont faits aux de manière États-Unis, technocratique, on parle, ce sont des chaînes de valeur mondialisées, il y a des petits morceaux qui sont faits un peu partout, donc fragilité extrême quand il y a des crises. Les engrais, de toute façon, le phosphate, on n'en a pas, donc on ne va pas l'inventer, on est obligé de l'acheter. D'où la notion, c'est comme le pétrole. On n'a pas peur de manquer de pétrole parce qu'on a une logique de sécurité, de stock stratégique, d'accords stratégiques. Là, on a peur pour l'engrais, l'engrais azoté. Bon, PK, on pourrait éventuellement faire une impasse, c'est pas dramatique. Mais l'engrais azoté, là, moi, il me semble qu'on devrait avoir au niveau national une politique de sécurité sur l'engrais azoté. En plus, on est là, c'est vraiment le lieu pour en parler, comme on a sur le pétrole. Et c'est marrant, quand vous parliez de souveraineté alimentaire, je vais vous donner la parole juste après, mais j'ai rencontré Thomas Garcia Ascarat, que vous connaissez, je crois, où il dit la souveraineté alimentaire, lui, il a une vision européenne, il dit, bon, c'est surtout les Français qui en parlent. Hein. Ah mais c'est clair, je connais très bien Thomas, c'est clair. Et quelque part, c'est pour se protéger, parce qu'on n'est pas suffisamment bon, et on espère peut-être que la souveraineté va nous protéger. Et la souveraineté, parler de la souveraineté, je suis un peu méchant là, mais parler de la souveraineté, c'est très facile, parce que ça nous flatte, ça flatte le coq gaulois, et derrière, on met tout ce qu'on veut. Donc tout le monde est d'accord. Paul Bérard et après Marine. Allez-y. Oui, sur la souveraineté, c'est un débat en effet intéressant. Moi, je crois que la crise Covid... Alimentaire. Absolument. La crise Covid a mis le pays par définition sous cloche. Donc c'est un révélateur à l'instant T. On s'arrête juste dans chacune de nos pratiques et on zoome un peu arrière et on regarde ce qui se passe. C'est là où les agriculteurs sont passés d'un statut un peu d'agribashing, si on se dit les choses, pendant quelques années où, avec une montée des différentes contraintes et ambitions à la fois environnementales mais aussi sanitaires, alimentaires, à un moment où on s'est dit, bah oui, c'est quand même eux qui nous nourrissent et à l'instant T, on a quand même besoin d'eux avant tout. Donc cette notion de souveraineté, elle nous a piqué au vif parce qu'à l'instant T, on était quand même tous en situation d'être très sensibles à cette question-là. Il y a quand même des enjeux économiques assez puissants derrière. On a une balance déficitaire de 6 milliards. Première fois depuis 1945. On importe 20% de nos aliments. 40% pour les fruitiers, encore plus pour l'élevage. Bon. Alors, on peut considérer que si on regarde l'Europe d'un coup, là-dessus, c'est pas grave, parce que, évidemment, l'Union européenne fait que c'est un enjeu pour nos agriculteurs, en réalité, à la fois de revenus, et évidemment de débouchés. Moi, je crois que il y a eu un révélateur qui était assez fort, c'est de montrer notre déficit de compétitivité avec les contraintes que l'on mettait assez puissamment sur nous. Je vous rejoins, Madame la députée, sur le volet assez préoccupant de la ferme à la fourchette, parce que dans les études d'impact ferme à la fourchette, on montre que les revenus des agriculteurs vont baisser de quasiment 15% dans les 10 prochaines années, et on va avoir des prix alimentaires qui vont augmenter de quasiment 20%. Et donc, ça a eu un effet assez fort, révélateur, sur les contraintes qu'on mettait. Regardez juste un détail. Quand on produit de la volaille, enfin chez moi dans la Drôme par exemple, on a en France une capacité à avoir que 8000 bêtes au même endroit, dans le même hangar. Aux Pays-Bas, c'est 250 000. Au Brésil, c'est encore supérieur. Pendant la crise Covid, on a importé du poulet brésilien, alors que normalement, on devrait être capable, en autonomie, de pouvoir produire. C'est quand même assez saugrenu. Donc la question de souveraineté alimentaire, c'est une question de compétitivité et de contraintes supplémentaires que l'on met, à la fois environnementales, d'urbanisme et aussi de sécurité sanitaire. Marine Raffray. Oui, je voulais revenir sur ces aspects de souveraineté alimentaire et de pourquoi la France, peut-être une hypothèse sur pourquoi la France se préoccupe davantage que d'autres États membres européens de cette question-là.
Si on regarde l'évolution de la balance commerciale en agroalimentaire de la France au cours de ces dernières années, au final, sur quel terrain a-t-on perdu? C'est sur le terrain de l'Union européenne, justement. Et des produits transformés. Et des produits transformés. On exporte, nos performances à l'export vers les pays tiers, donc hors UE, restent somme toute relativement bonnes et sur une évolution plutôt positive. Sur le terrain intracommunautaire, là, on est de plus en plus concurrencé. Et au fur et à mesure de l'entrée de nouveaux États membres qui deviennent des puissances agricoles, donc on a bien sûr l'Italie, on a l'Espagne, on a l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne aussi, hein, si on regarde plus vers l'Est. Peut-être qu'il n'est pas très surprenant que ces États membres-là, eux, cherchent, ne mettent pas comme priorité la souveraineté alimentaire. Ils dépendent aussi beaucoup des échanges dans l'espace intracommunautaire. Voilà. Oui. Et sur la question de ces questions de sécurité, de souveraineté, d'exportation et d'importation, il y a une chose dont il faut être clair, c'est qu'on n'a pas véritablement de souci d'exportation, même si ça augmente moins vite, mais comme vous le disiez, en plus sur le grand export, on n'a pas trop de soucis. Le problème qu'on a, c'est qu'on importe de plus en plus. Ce qui veut dire qu'on ne produit pas ce que l'on consomme, notamment pour les questions de compétitivité que vous évoquiez. Là, on se rejoint complètement. Après, il faut voir d'où ça vient. Qu'il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher. On est cher en production de blé. Enfin, on est cher à peu près sur toutes les productions, sauf peut-être en lait par rapport aux grands importateurs. On importe donc de plus en plus, donc on ne produit pas ce que l'on consomme, mais à contrario, on ne consomme pas ce que l'on produit. L'exemple caricatural, c'est la viande. La viande bovine, où on est potentiellement exportateur net. Et en fait, on est importateur. Il y a de la viande vive qu'on exporte et on importe de la viande à consommer. Mais comment cela se fait-il? Mais parce qu'on ne mange pas tous les morceaux. Non, mais comment cela se fait-il? Parce qu'on ne mange. Il faudrait que tu manges du jeune bovin. L'avant, c'est ça. Il faudrait que tu manges du jeune bovin. On ne mange pas de mâle, on mange que des femelles. Peut-être juste, une illustration pour justement illustrer ce que vous venez de dire. Dans la Drôme, on produit de la lavande. Bon. Et nous sommes pas... Du lavande. Les deux. Les deux. Les deux, mon général. La lavande dans les surtout montagnes et du lavandin en plaine. Bon. Ouais. Moyennant quoi, on n'est pas le premier producteur européen de lavande. D'accord ? C'est la Roumanie. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, actuellement ? L'huile essentielle de lavande est en passe d'être classée produit pétrochimique. Bon. Pas du tout à cause de l'Europe, en réalité, contrairement à ce qu'on dit parfois, un peu trop rapidement, mais en réalité parce que nous, Français, on va surtransposer, à vrai dire, côté ministère de la Santé et de l'ANSES, là encore, sécurité alimentaire, pour coller une norme supplémentaire à une filière à nous, qui est somme toute l'une de nos plus belles filières. Et je passe sur le sujet paysage, tourisme. Et donc là encore, on ne va pas s'étonner qu'on perde des parts de marché en interne européen. Et je ne tire pas le fil de l'ensemble des produits que l'on autorise à l'import versus ceux qu'on n'autorise pas à nos propres producteurs. Mais sur la lavande, c'est quand même criant. On n'est pas beaucoup en Europe à le faire. Il y a la France et la Roumanie. Et on va décrocher complètement parce qu'on est capable nous-mêmes de se coller des contraintes de surtransposition. Et donc je réinsiste sur la compétitivité parce que, vous l'avez dit, les sujets en amont sont absolument clés pour pouvoir avoir de la fluidité en aval, quoi. Allez-y. Sur la souveraineté, c'est vrai que c'est un concept qui est plutôt français, mais qui a fait quand même son chemin aussi au niveau européen. Il y a 5 ans, personne n'évoquait ces questions-là. Il y a 5 ans, personne ne parlait de réciprocité dans les échanges. Et je trouve qu'il y a une prise de conscience au niveau européen de dire aujourd'hui, alors forcément, c'est pas partagé de la même manière partout, mais de dire que nous devons être plus réalistes, plus pragmatiques. Et ça veut dire aussi être plus autonome. Alors on peut appeler ça la souveraineté ou l'autonomie, mais il y a quand même un mouvement de fond qui est engagé sur ces sujets-là, lié d'ailleurs à la dépendance par rapport au reste du monde, mais lié aussi à tous les sujets environnementaux pour faire baisser l'empreinte carbone. Et puis en même temps, vous avez ce concept de réciprocité dans les échanges, de barrières à l'entrée de l'Union européenne qui se développe. Et là, on voit quand même qu'il y a un grand
pas qui est franchi. Dans le concept, maintenant, il faut l'organiser de manière pragmatique à travers des législations. Et ça, évidemment, ça risque de prendre Et au un peu de chapitre temps. retour vers le réel, la crise ukrainienne va nous ramener quand même à la logique de la souveraineté, de la sécurité alimentaire, parce qu'on n'a pas de stock alimentaire aujourd'hui. Si on le sait, on est en situation de guerre, il n'y a pas de stock alimentaire. Oui, mais dans une vision franco-française, qu'est-ce qu'on importe d'Ukraine? En quoi la crise ukrainienne, je vais être froid là, hein, il y a la question de la solidarité humaine, etc., mais sur notre propre sécurité alimentaire. On a des grosses questions sur la sécurité alimentaire du monde, puisque la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations de céréales. Et que je crois que le Bosphore a été fermé là cette nuit. Donc, je ne me trompe pas. Hein. Non, c'est sûr, les ports ne partent plus. Les ports ne partent bateaux plus. ne partent Donc plus. c'est pas un problème. Je veux dire, on exporte nous la moitié de nos céréales. Donc c'est pas un problème alimentaire pour nous. C'est une vision comment dire, européenne et mondiale. méditerranéenne. Et méditerranéenne. On peut le avoir moyen- des inquiétudes sur les approvisionnements énergétiques et les approvisionnements derrière en engrais, enfin en Mais azote, fabrication il y a d'azote. deux choses. Il y a la quantité consommée et puis il y a le prix auquel on consomme. Et c'est ça aujourd'hui le risque. C'est peut-être pas de se retrouver en difficulté d'approvisionnement en tant que tel, même si sur certains projets, sur certains produits, ce sera le cas. Mais c'est le prix auquel le consommateur va pouvoir accéder à l'ensemble des produits. Parce que derrière, les producteurs, eux, voient leur prix flamber aujourd'hui déjà. Hein. Notamment, Et tous ne pourront pas le répercuter. Il y a Bien sûr. des filières qui ne peuvent pas répercuter le Non, prix. mais si je suis céréalier, je ne vais pas pleurer. Mais Mais si on je suis pense éleveur, aussi je vais aux pleurer. filières Et si je suis éleveur, je vais pleurer. Et si tu Ou manges de produire- la Il viande, faut quand même appeler un chat, Ou quoi, hein, on est d'accord. producteur de sucre, ou Ouais, voilà. ouais. Marine. oui, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit pour rappeler que les situations des filières animales sont tout autres, et notamment la filière porcine qui est dans une situation très périlleuse puisque le prix du kilo de porc est en chute. Parce que la Chine n'est pas restée présente aux achats, hein, il faut le dire, alors qu'on avait eu des importations chinoises qui avaient explosé ces dernières années. En fait, d'ailleurs, de manière générale, on peut dire que la Chine est vraiment le driver, le conducteur aussi de l'évolution des prix des principales matières premières agricoles. Et ça a pu être remis en avant là, depuis 1 an et demi, hein, depuis la sortie des confinements, que ce soit sur le maïs, sur le blé, sur l'orge, pour nourrir ces élevages. Et ça, c'est aussi à regarder de très près quand on regarde ensuite la situation de la sécurité alimentaire Et on par- arrive à des inepties. On a fait un plateau télé au sommet de l'élevage dans le centre de la France, à Clermont-Ferrand. Et on avait des éleveurs de moutons qui nous disaient qu'ils avaient 2 années de laine dans les hangars, qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Ça valait zéro, ça n'avait pas de prix. Ils n'arrivaient même pas à payer les personnes qui tondent les moutons, tout simplement parce que la Chine n'achetait plus de laine, voilà, avec le Covid. Donc on se retrouve avec des Et sous-produits. ça renvoie d'ailleurs notre question de... Pardon, allez-y. Notre question qu'on évoquait de compétitivité, la question dont on parle sur la question d'élevage, renvoie derrière à notre modèle de production agricole. On a vraisemblablement on est allé trop loin dans la spécialisation. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans le conseil, je disais aux producteurs de porc, mais pourquoi vous concentrez uniquement sur la production porcine? Prenez des parts dans des exploitations céréalières. Donc et c'est sur des modèles d'exploitation beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus collaboratives. Mais on n'arrive pas à remettre de l'élevage dans l'agriculture, même si tout le monde a l'air de vouloir le faire. Mais plutôt que de doubler ton investissement en production porcine, tu investis dans une production céréalière, même si elle est à 200 km de chez Oui, toi. ça, c'est notre culture. Une seule phrase pour conclure, s'il vous plaît. D'un mot pour conclure, là à nouveau encore sur la compétitivité, et vous l'avez dit, crise ukrainienne évidemment, hausse des prix de l'énergie. On a un sujet qui est assez franco-français parce qu'il est moins pris dans les autres pays de l'Union européenne, c'est la pression foncière et la pression aussi de l'immobilier foncier et les enjeux de transmission. D'autres pays ont des souplesses par rapport à nous, et en France on ne sait pas tout à fait faciliter la vie en la matière, ce qui là encore affecte la compétitivité d'ensemble. Je ne suis pas plus long. Paul Bérard, merci beaucoup. Marine Raffray, merci. Je rappelle votre ouvrage. Je vous remercie aussi Anne Sander, ainsi que Jean-Marie Serroni Merci de beaucoup. l'Académie d'agriculture. Voilà. Merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous.